C'est bon, il y a les micros. On va essayer de ne pas faire de l'arsène. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour cette petite présentation. C'est vrai que ce qu'on va vous faire sur quand Ansible ne suffit plus. Je vais prendre ma télécommande. Super, ça marche pas. Ça marche. Donc je commence par me présenter. Je m'appelle Lucas Galton. Je travaille pour une boîte qui s'appelle Clanic. Et je travaille depuis, je travaille depuis 4 ans dans une autre boîte que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Enedis. Moi, à la base, je suis développeur Java un petit peu, Golang beaucoup maintenant. Et je suis aussi un petit peu couteau suisse et je suis arrivé chez Enedis pour faire pas du tout du développement comme on va le voir plus tard. Henri, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Henri Sourdet, j'ai 15 ans d'expérience. Ça fait 10 ans que je travaille pour Enedis. Je suis pilote de petites équipes techniques, donc pilote opérationnel. À la base, je suis ingé système. Donc j'ai fait pas mal d'OpenStack et de la Virtu. On va... Il y a du mouvement. Brièvement, on va vous présenter Enedis. Enedis, c'est le gestionnaire du réseau électrique français. À ce titre, Enedis en fait, pilote, modernise, entretient le réseau électrique afin de garantir une alimentation électrique de qualité à tous. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, le réseau électrique français, c'est le plus grand d'Europe. Et dans un contexte de transition écologique, Enedis doit faire face à de nouveaux enjeux comme favoriser le raccordement des énergies renouvelables, aider le développement des mobilités douces, aider à mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Et la DSI d'Enedis en fait, accompagne Enedis sur ces sujets. Elle assure la performance du système d'information, elle innove, elle apporte des nouveaux services au métier, et puis aussi elle joue un rôle important au niveau cybersécurité, vous en doutez, pour protéger un service critique. Avec Lucas, on a la chance de travailler sur ces thématiques donc, de sécurisation et d'innovation. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va vous parler donc, de notre projet et d'OpenStack. OpenStack, c'est un ensemble de logiciels open source qui permet de déployer des infrastructures de type cloud computing. OpenStack, c'est arrivé en 2015 chez Enedis, dans un contexte où les services d'infrastructure étaient très peu automatisés chez Enedis. Il y avait beaucoup de workflow manuels, beaucoup de délais, beaucoup d'attentes en fait, pour commander des services d'infra. Pour vous donner une idée, pour commander une VM chez Enedis en 2015, c'était 3 semaines à 1 mois de délai. Et donc on a les mêmes clients que vous, les mêmes usages que vous, c'est-à-dire que les projets sont demandeurs d'infrastructures agiles, ils veulent faire du déploiement continu. Donc avoir OpenStack, c'était une vraie nécessité. Ça nous a permis d'amener du self-service, donc réduire et complètement supprimer tous les workflows manuels. Réduire les délais quasiment à néant. Ça nous a permis aussi d'avoir un levier sur l'automatisation. Donc l'infrastructure on a offert des API pour commander de l'infrastructure. Donc ça a permis au projet de brancher leur chaîne de CI/CD. Aussi, c'est un levier pour faire de la scalabilité, donc répondre aux pics de charge et aussi éventuellement réduire la voilure quand on a un sous-usage, donc avoir des gains en termes d'infrastructure. Donc le but d'avoir OpenStack, c'était d'aligner nos services d'infra sur les besoins métiers. Et aujourd'hui, donc en 2023, chez Enedis, OpenStack, c'est 6 plateformes, c'est 4000 corps, 5000 VM, donc c'est une empreinte non négligeable chez Enedis. Dans notre écosystème, on va retrouver les services... je suis un tout petit peu vite, j'oublie toujours une dernière mention, c'est que maintenant qu'on a intégré OpenStack, la problématique de livraison de VM, elle est résolue et on obtient une VM en 5 minutes chez Enedis désormais. Notre écosystème, il tourne autour des grands vendeurs, les grands fournisseurs classiques un peu de réseau. On en cite plusieurs ici. Alors, on ne peut pas tous les citer et puis on ne peut pas vous donner une photo exacte de ce qu'on a pour des raisons de protection. On a aussi, en plus des fournisseurs réseau, on évolue un peu dans un écosystème assez classique finalement avec des grands noms qui reviennent souvent.
À noter qu'on a aussi une couche de stockage distribué avec CF et on est assez adossé finalement avec nos partenaires Cisco et Red Hat. Donc une fois qu'on avait résolu notre problématique de délai ou d'automatisation sur la partie livraison de VM, on s'est heurté à un nouveau problème, c'est-à-dire l'ouverture des flux. Donc avec Lucas, on travaille sur une plateforme OpenStack qui est particulière au sein d'Enedis, qui a des contraintes de sécurité très élevées. Et sur cette plateforme, notamment, tous les projets, tous les environnements métiers doivent être isolés derrière un firewall. C'est ce qu'on a voulu représenter ici sur ce schéma. Quand un projet doit ouvrir un flux pour dialoguer avec un autre projet, en fait, il doit franchir son premier firewall, et puis franchir le firewall du projet partenaire. Donc il doit écrire les règles une fois chez lui, il doit demander à son partenaire de gérer l'ouverture des règles sur son firewall. C'est à multiplier par le nombre de ports, c'est à multiplier par le nombre de VM. Donc une fois qu'on fait ça, Ce que ne dit pas Henri, parce qu'il a trop l'habitude de notre plateforme, c'est que ces firewalls, ils ne sont pas dans le cloud, c'est des firewalls physiques. C'est ça la très grosse difficulté qu'on a, c'est que imposé par nos règles de cybersécurité, on a des firewalls physiques entre les zones. Oui, merci Luc. Non, mais ça fait du bien d'avoir une ceinture de sécurité. Et donc, et l'ouverture d'un flux chez Enedis, donc avant ce nouveau projet qu'on vous présente, c'était pareil, environ un mois de délai. Et c'était un processus manuel où on remplissait une feuille Excel, on décrivait source, destination, IP, port, nanana. Donc une fois que vous aviez fait l'effort pour votre plateforme, et ben, un nouveau déploiement, nouvelle VM ou un peu de scalabilité, et ben, tout le travail était à refaire. Donc beaucoup de frustration, beaucoup de délais. Ça ralentissait l'entreprise à tous les niveaux en termes de qualité, d'innovation. Pire encore, ici on a représenté le franchissement. Il n'y a pas une petite animation que j'ai loupée? Pardon. Le franchissement de la DMZ, donc pour dialoguer avec des partenaires extérieurs à notre zone. Donc cette fois-ci, il faut traverser son firewall, le firewall DMZ back, le firewall DMZ front, et aussi maintenir son infrastructure en DMZ. Donc c'est une complexité encore plus grande et qui est présente sur notre projet. En termes de clin d'œil, on vous a ici collé notre formulaire Excel. Peut-être qu'il y en a dans certaines entreprises qui ont le même type d'œuvre d'art. Et aujourd'hui, c'est une époque révolue. Je vais passer la main à Lucas qui va vous présenter la solution qui a été choisie. Moi, quand je suis arrivé chez Enedis il y a 4 ans, ce n'était pas exactement pour bosser sur ces sujets-là. Je suis arrivé pour faire du Kubernetes, de l'OpenShift même plus précisément. J'ai fait un POC chez Enedis pour gérer certains services en Kube. Ça s'est bien passé et puis ça s'est tellement bien passé qu'on m'a dit bon, finalement, c'est pas vraiment la priorité. Nous, on fait déjà de l'OpenStack, on va se focaliser là-dessus. Et donc, du coup, le boulot que j'étais censé faire en arrivant chez Enedis, il a un peu disparu. Donc, j'ai dû me réinventer, me retrouver du travail. Et c'est arrivé super vite parce que je discutais pas mal avec les gens qui montaient l'infra-réseau justement sur cette zone dont on parlait avec OpenStack. Et en discutant avec eux, je découvre effectivement ce problème d'ouverture de flux qu'ils étaient en train de rencontrer, parce qu'ils étaient en train de fournir un cloud à des clients sans qu'il y ait de possibilité pour ces mêmes clients d'ouvrir par API les flux qu'ils souhaitaient avoir entre leurs services. Donc, on a commencé à réfléchir aux solutions qu'on avait pour essayer de rendre automatisables ces ouvertures de flux. La première solution qui a été étudiée, c'est un truc que peut-être certains d'entre vous connaissent si vous faites du réseau, c'est Cisco ACI. Cisco ACI, c'est une solution qui existe sur les switches haut de gamme chez Cisco, c'est du Software Defined Network. Cisco ACI, ça permet effectivement d'écrire des règles entre des applications déployées sur la fabrique Cisco. C'est intégrable avec OpenStack, donc ça répondait partiellement aux besoins. En tout cas, ça semblait répondre aux besoins. Et surtout, c'est censé aussi être intégrable avec des firewalls physiques style Fortinet, Palo Alto. Donc on a commencé à étudier ça et malheureusement, on s'est heurté très rapidement à des problèmes techniques de l'ordre de « ça ne marche pas du tout ». Parce que
quand on a commencé à l'intégrer avec OpenStack, en fait, très régulièrement, il y avait des gros problèmes de fiabilité. Les machines qui étaient créées sur OpenStack n'étaient pas prises en compte par les plugins de Cisco ACI. Enfin bon, ça marchait pas, quoi. Donc on a vite choisi d'étudier plutôt d'autres solutions. Ensuite, on a regardé les intégrations qui existaient dans OpenStack. Donc là, le but, c'était de voir si OpenStack était capable d'aller piloter lui-même les firewalls en question. Il y a des choses qui existent dans OpenStack pour faire ça. Il y a ceux qui font de l'OpenStack qui connaissent peut-être le plugin de Firewall as a Service. Le problème de ce plugin-là, c'est que c'est quelque chose qui permet de commander des firewalls à l'intérieur des réseaux virtuels dans OpenStack. Nous, on a un souci qui est un petit peu différent, c'est qu'on veut contrôler des firewalls qui sont en bordure des projets. Ce n'est pas des firewalls qui vont être déployés à l'intérieur du cloud du projet. Ils vont être en bordure. Et donc ça, OpenStack, malheureusement, ne sait pas le faire. On a commencé à se rendre compte du coup qu'on allait probablement devoir faire quelque chose nous-mêmes. Et le meilleur moyen de le faire au départ semblait être de faire un composant à OpenStack, de rajouter un module à OpenStack comme il en existe déjà tant. On a commencé à étudier cette possibilité-là. Et malheureusement, là, le problème il est venu de Red Hat et des offres de support qu'on a avec Red Hat quand on bosse dans une grande boîte comme ça et qu'on paye du support très très cher. On vous dit aussi que si vous commencez à déployer des trucs vous-même, vous n'aurez plus de support. Donc ça, c'était pas entendable chez nous et par le management. Donc on a aussi dû mettre de côté cette solution. La dernière solution, et celle dont on va parler un petit peu plus profondément, c'était d'essayer de faire le truc nous-mêmes avec les déploiements qu'on faisait déjà en Ansible. Nous, on fait énormément d'Ansible pour le déploiement de notre infrastructure. Donc ça semblait assez logique d'essayer d'aller vers Ansible pour faire ces choses-là. Avant qu'on me pose la question, on fait aussi un petit peu de Terraform. Alors, pas notre équipe directement, mais d'autres équipes. Terraform a aussi été étudié pour ces questions-là. Et vous allez voir que les problématiques qu'on rencontre avec Ansible sont en fait les mêmes sur Terraform. On va voir tout de suite pourquoi. Donc les obstacles qu'on a rencontrés en essayant d'utiliser Ansible. Le premier obstacle, c'est la complexité du problème. On a plusieurs types de firewalls différents. Donc on a vu que c'était des firewalls physiques, mais la sécurité impose aussi d'avoir des firewalls de constructeurs différents. On a pour l'instant 3 constructeurs différents de firewalls, probablement plus à venir. Il faut réussir à s'intégrer avec les API de tous ces firewalls, et ces API sont très très différentes les unes des autres. Il faut réussir à manipuler des données d'OpenStack. On a parlé un petit peu de l'échelle de nos plateformes OpenStack. Alors il y a peut-être des gens ici qui ont des plateformes beaucoup plus grosses. Pour nous, c'est déjà relativement gros. Et en tout cas, en termes de quantité de données à gérer, c'est des quantités importantes. Et pour ceux qui font de l'Ansible, je pense que vous vous rendez déjà compte que c'est des quantités de données qui sont difficiles à gérer en Ansible quand on veut boucler sur des tableaux qui font des dizaines de milliers de lignes. Ça peut très vite commencer à prendre du temps. Justement, le problème principal rencontré avec Ansible, c'est un problème de performance. En gros, sur notre plateforme, on en reparlera un petit peu plus tard, mais on écrit 55 000 règles sur les firewalls. En essayant d'écrire ces règles, là, je vais montrer on va dire un micro benchmark qui était fait sur ce qu'on a commencé à faire avec du Fortinet. Il faut compter quasiment 1 seconde pour écrire une règle sur un firewall Fortinet avec Ansible. Si on multiplie bêtement les deux, ça fait beaucoup de temps. Vous allez me dire, ouais, d'accord, mais en même temps, on peut quand même paralléliser ça un petit peu. C'est vrai, bien sûr. Malheureusement, on ne peut pas paralléliser sur un seul firewall. La manière dont les modules Ansible sont faits font que pour un firewall, on est obligé d'écrire toutes les règles séquentiellement. Et notre firewall le plus gros, il contient à lui seul déjà plus de 5000 règles. Donc déjà, rien que pour déployer les règles, ou juste pour les mettre à jour sur ce firewall, pour qu'elles soient vérifiées, que par idempotence, elles soient modifiées si nécessaire, il faudrait compter quasiment 1 heure, rien que pour ce firewall-là. Un autre problème,
un problème qui nous intéresse particulièrement quand on s'intéresse à la cybersécurité, c'est celui de la segmentation des droits. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de solutions qu'on a essayé de mettre en place pour permettre de l'automatisation. Évidemment, si on cherche à automatiser ou à donner de l'automatisation à nos projets, le but, c'est quand même de garder la segmentation de droits qui nous est offerte par le fait d'avoir autant de firewalls. Ce n'est pas pour s'amuser qu'on met tous ces firewalls sur la zone, c'est pour que chacun des projets ait des droits spécifiques sur les firewalls qui le concernent. Si on commence à mettre une couche d'automatisation par-dessus, il faut évidemment que cette couche ne vienne pas changer les royaumes, les droits de ces utilisateurs, et que les droits restent les mêmes sur les firewalls concernés. Le dernier problème dont on va parler, c'est un problème très important lié au fait qu'on utilise OpenStack ou lié au fait qu'on soit dans le cloud, et c'est un problème de réactivité. On va prendre un cas très très simple où on a deux projets qui veulent communiquer l'un avec l'autre. Donc on a un projet qui s'appelle tout simplement client, il a un firewall qui s'appelle client aussi, et il veut appeler un projet serveur qui a deux machines et passer par du coup un deuxième firewall qui s'appelle le firewall serveur. Jusqu'ici tout se passe bien parce que les règles elles sont bien en place pour que le projet client puisse appeler le projet serveur. Imaginons maintenant que le projet serveur il veut faire un déploiement, il veut remettre à jour sa machine qui est en IP 10.0.0.38 et pour la mettre à jour, il veut mettre à jour le système d'exploitation, il va donc détruire sa machine et la recréer. Quand il va recréer sa machine, OpenStack va fournir une IP différente à la machine. Donc il n'y a plus de raison de garder la règle qui est ici. Malheureusement, il va se poser immédiatement une question qui est qu'est-ce qui se passe pour le firewall client? Parce que ce qu'on peut imaginer, c'est que le projet qui a la main sur le projet serveur et donc le firewall serveur puisse faire son déploiement en modifiant la règle qui est sur son firewall. Mais en réalité, il faudrait aussi venir modifier la règle qui est sur le firewall client, sauf qu'il n'a évidemment pas les droits sur ce firewall. Le problème est encore plus fort si on continue le déploiement, puisque on va avoir ce nouveau serveur de créer. Le serveur en question, on va changer l'enregistrement DNS pour qu'il pointe aussi vers ce serveur. Le projet client, à partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'il essaye d'appeler ce serveur. Et à ce moment-là, donc, on n'a pas la règle sur le firewall client. Et même si on avait réussi à contourner les problématiques de droit, de segmentation, le fait de le faire en Ansible, tout ça, on aurait toujours cette problématique de performance qui est super forte, qui est que si on met 40 minutes pour déployer sur ce firewall, par exemple, alors que la VM elle est fournie en 2-3 minutes à peu près, il n'y a aucune chance qu'on ait la règle présente sur le firewall au moment où la VM va être disponible. Donc soit on retarde tous nos déploiements d'1 heure, ce qui est dommage par rapport à ce qu'on essaie de faire, soit il fallait trouver une autre solution. Donc justement, à ce moment-là, on s'est posé la question. Mais on s'est posé la question en commençant à très très bien voir la réponse. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut vraiment utiliser Ansible? Moi, je pensais que non. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans un POC de trucs fait maison. Et ce truc fait maison, on va du coup vous en parler aujourd'hui, et il s'appelle Fougasse. Je passe la main. Peut-être qu'il y aura une question sur le nom du produit. On verra. Une étape difficile dans le projet, c'était d'engager ou de faire engager ce type de projet par le management. Donc, c'est pas évident de réussir à convaincre de partir de zéro et de développer un produit de A à Z. Donc, on a retenu un peu le concept classique de faire un MVP, donc un minimum viable product. Je n'aurais pas dû me lancer. Avec les trois concepts clés suivants. Définition as code, avec un langage full text, qui est facile à comprendre, qui a permis aussi à la sécurité, on y viendra, mais du fait que ça soit facilement lisible, qu'il y ait des revues de sécurité qui soient faites et qui soient facilitées comme ça. C'est aussi le fait que ce soit as code et que ça soit inscrit dans un gestionnaire de code, c'est historisé. On a aussi voulu prouver qu'on était capable de mettre en place un système de validation en 2 étapes, donc c'est-à-dire l'écriture des règles,
ne déclenche pas automatiquement l'application des règles. Elle passe d'abord par un système de revue interne des règles par la sécurité. Et aussi, une fois que la règle est validée, elle n'est pas déployée automatiquement. C'est le projet qui reste maître du timing de son déploiement de la règle. Et le dernier concept clé, c'est la réactivité des règles. Mais ça, Lucas vient de l'expliquer. Lucas. Ouais. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ce qu'on a décidé de mettre en place, comme le disait Henri, c'était une définition as code des règles. Le principe de la définition, il y en a qui font probablement du Terraform dans la salle, c'est du HCL, donc ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on peut faire en Terraform. Ça n'a rien à voir avec Terraform par contre. La définition, elle est très simple. On va demander les ports qu'on veut ouvrir. On va, chose super importante, définir source et destination. Et vous voyez qu'ici, évidemment, en source et destination, il n'apparaît pas d'adresse. Il apparaît seulement des groupes de machines. Ces groupes de machines, la définition, elle va être faite dans OpenStack. C'est justement ce qui nous permet d'avoir la réactivité, le dynamisme des règles. Ensuite, il y a tout un bloc description, et ça, c'est justement pour ce dont on parlait avant, la validation en 2 étapes. C'est ce qui va permettre aux équipes de cybersécurité qui valident ces règles de savoir à quoi cette règle correspond, à quoi ça correspond dans nos documents d'architecture, etc. Cette règle, elle va être écrite par les projets qui souhaitent déployer la règle. Elle va être poussée, chez nous, c'est du Bitbucket, mais voilà, elle va être poussée en Git dans un repo Git. Et à partir de là, ils vont faire valider la règle en question via une pull request par les équipes de cybersécurité. Ça, c'était vraiment une grosse réussite pour nous et pour les utilisateurs projets. C'était de dire la source de vérité, c'est la règle Ascode, et ce qu'on fait valider par les équipes de cybersécurité, c'est la règle Ascode. Ce n'est pas un schéma, ce n'est pas quelque chose dont on ne serait pas sûr que la vérité reste tout à fait fidèle à ce qui était réellement déployé. Non, c'est vraiment la règle Ascode qui a été validée par la sécurité. On a la traçabilité là-dessus, et c'est ça qui est déployé à la fin. Donc justement, la cinématique de déploiement, qu'est-ce qui se passe à partir de la validation? Un truc très très simple, on a notre déploiement continu qui se met en route. Donc Jenkins qui fait un package avec l'ensemble des règles dans le commit en question, qui va pousser ça dans un repo Artifactory, sous forme d'un package. Et à partir de ce moment-là, Fougass va pouvoir récupérer la définition des règles. Comme le disait Henri tout à l'heure, on a toujours ce principe de validation en 2 étapes, c'est-à-dire qu'à cette étape-là, la règle, elle est disponible dans Fougass, mais elle n'est pas déployée sur les firewalls. Ce qui va faire qu'elle est déployée sur les firewalls, c'est que les projets, quand ils vont faire leur déploiement applicatif, ils vont aussi faire appel à l'API Fougass pour décider de déployer une version des règles. Donc ils font leur appel à l'API, et là, effectivement, la règle, elle est déployée sur les firewalls. On va rentrer un petit peu plus dans la technique. Comment ça marche Fougass? Donc Fougass est développé en Golang, du coup. Le composant central de Fougass, c'est ce qu'on appelle un logical firewall. C'est une représentation logique de firewall qui peut englober plusieurs firewalls physiques. Ce logical firewall, sa source principale de données, ça va être OpenStack. C'est OpenStack qui lui permet de récupérer les adresses des machines qui sont associées au groupe de sécurité qu'on a mis dans les règles, en source et en destination. On a d'autres types de providers, principalement un provider qu'on appelle Static Files. Le principe de ce provider, c'est qu'on a quand même des machines qui ne sont pas dans OpenStack, évidemment. Et donc, il faut bien pouvoir définir quelque part leurs adresses. Et donc, ces adresses, elles sont définies statiquement dans un repo Git, un autre repo, qui contient les adresses statiques, celles qui ne sont pas dans OpenStack. Ces providers, ils sont hyper modulaires, donc on pourrait imaginer d'autres providers avec d'autres sources de vérité. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est OpenStack. On a pas mal de plateformes OpenStack, donc on a plusieurs providers pour tous ces OpenStack, et le provider statique. Le deuxième composant super important dans l'application, c'est un Key Value Store. L'application, elle est quasiment entièrement stateless. On ne garde pas d'état des règles, on a juste le package de règles qu'on récupère, et tout ce qu'on garde comme état, c'est la version du package qu'on veut déployer pour un projet. C'est tout. C'est le seul état gardé dans l'application. C'est super important parce que ça nous a aussi permis de vendre le projet facilement auprès des gens qui déploient de l'infrastructure, parce que c'est super facile de déployer l'outil Fougass.
Donc le principe, c'est que le Logical Firewall, il va regarder dans ce Key Value Store quelle est la version des règles à déployer. Il va aller sur le package repo Artifactory dont on parlait tout à l'heure, récupérer la version des règles correspondantes. À partir de là, la règle, elle est lue. On voit les groupes sources et destinations qu'il faut corréler du coup avec les groupes qui sont récupérés depuis OpenStack. À partir de là, on va pouvoir définir une règle concrète, la règle à déployer sur les firewalls. Donc on voit ici la règle, on veut ouvrir TCP/22 depuis 10.0.0.1 vers 10.2.2.34. À partir de ce moment-là, le firewall logique, il va communiquer avec un autre composant dans Fougass qui est le Physical Firewall Adapter. C'est ce composant-là qui est spécifique à chacun des constructeurs de firewall qu'on doit adresser, qui va aller parler avec les firewalls pour appliquer cette règle concrète qu'on a définie. Donc la manière dont il fait ça, c'est qu'il va commencer par récupérer les règles qui sont déjà sur le firewall, les règles qui ont déjà été mises en place. Il va regarder ce qu'il y a déjà sur le firewall et comparer ça avec l'ensemble des règles concrètes qui ont été calculées. À partir de là, s'il y a des différences, il va faire une mise à jour des règles sur le firewall. Ce cycle-là, il se répète tout le temps. Ce n'est pas juste au moment des déploiements, c'est vraiment un cycle qui se répète à peu près toutes les 5 secondes, d'accord, où il va aller vérifier les règles, voir s'il y a des différences, mettre à jour sur le firewall. J'ai du mal avec le micro, pardon. Ça, c'est vraiment super important. Ça rejoint ce que je disais avant sur le fait que ce soit stateless, c'est-à-dire qu'on n'a pas gardé un état quelque part des règles qu'on croit avoir déployées sur le firewall. Non, on va vérifier tout le temps quelles sont les règles qui sont effectivement présentes sur le firewall, et on compare ça avec notre source de vérité qui est le code qu'on a récupéré pour voir s'il y a des différences et toujours réappliquer ce qui doit être sur le firewall. Donc on ne garde pas quelque part un truc où on se dit ouais, j'ai déployé ça, donc ça doit être sur le firewall. On est tout le temps en train de vérifier ça. Pour permettre le déploiement, évidemment, on a une API dont on parlait tout à l'heure. Le principe de l'API, c'est qu'elle va passer par le composant Logical Firewall pour aller mettre à jour justement la version qui est dans le Key Value Store quand un utilisateur demande de déployer une nouvelle version des règles. À partir de ce moment-là, le Logical Firewall va déployer cette version. Ce fonctionnement-là, il nous permet de mettre en place très facilement de la haute disponibilité puisque la seule chose qui est synchronisée entre nos instances de Fougass, c'est le Key Value Store. Quand on vient mettre à jour d'un côté avec l'API une valeur dans le Key Value Store, c'est simplement synchronisé avec les autres instances de Fougass. Et après le déploiement sur les différents firewalls, chacune des instances le gère de son côté. On va passer à une petite démo. Cette démo, si Internet marche bien, tout à l'heure c'était un peu limite, j'espère que ça va bien se passer. Le but de la démo, c'est de montrer un truc très simple. C'est juste pour vous montrer l'interface de Fougass et ce qu'on a fait. On n'est pas sur un cas où il y a 55 000 règles parce qu'on n'a pas possibilité de faire un lab à l'extérieur comme ça avec tout ça. Sur ça, il faudra me croire sur parole, ça marche avec 55 000 règles. Mais c'est juste pour vous montrer un cas très très simple. On a un lab 1 qui est un projet dans OpenStack. On a un lab 2 qui est un projet complètement isolé sur un autre OpenStack du coup. Et le but, c'est que le client qui est en 10.102.100 puisse appeler le serveur en 10.101.101. Il y a déjà des règles qui sont ouvertes, on va les voir. Il y a des règles SSH et ping qui sont ouvertes. Et puis, on a rajouté un nouveau service qui est un service web sur le port 80. Et cette règle-là, elle n'est pas ouverte. On va voir comment ça se passe pour l'ouvrir. Ah oui, pardon, je montrais un autre truc. On va aussi montrer ce qui se passe quand on rajoute un client, justement, dans le même groupe, en partie dans les mêmes groupes de sécurité, juste pour voir qu'effectivement, les règles, elles réagissent aussi à l'ajout de nouveaux clients. Alors là, il faut que j'arrive à faire ça en tenant le micro. On va voir ce que j'arrive à faire. Heureusement, j'ai un historique. Donc, je me suis connecté sur le client. Depuis le client, on peut tester
que le ping, comme je vous le disais, passe bien. On va aller voir après dans Fougasse qu'effectivement la règle est ouverte. Et si je fais un curl, donc sur le port 80, là on voit que ça ne passe pas comme je vous l'ai montré. Donc jusque-là, la démo se passe bien. C'était pas ce que je voulais faire, pardon. Je vous montre rapidement l'interface de Fougasse. On a fait une interface graphique. C'était pas dans le PMV, dans le POC qui était au départ, mais bon, le produit il a quand même pas mal évolué depuis. On a souhaité aussi réussir à proposer des nouvelles fonctionnalités à nos utilisateurs. Et donc parmi ces fonctionnalités, il y avait apporter un peu de visibilité sur ce qui est déployé, de facilité pour voir quand il y a un problème, quand il y a un flux qui n'est pas ouvert. C'est quand même quelque chose de très très courant, de « ah mince, j'arrive pas à communiquer avec ma machine ». Ça leur permet d'aller un petit peu débugger eux-mêmes. Ils ont cette interface sur laquelle ils peuvent voir les règles qui sont déployées du coup sur un firewall, sur lesquelles ils peuvent voir surtout si les règles elles sont utilisées. C'est la petite partie qu'on a à droite ici. Là, on voit qu'effectivement, la règle pour le ping, elle a matché il y a 1 minute, quand je viens de faire le test. Ça permet aussi aux utilisateurs d'avoir beaucoup de capacités de debug eux-mêmes. Normalement, ils devaient faire appel à un opérateur pour aller sur les firewalls, pour voir est-ce que c'est au niveau du firewall que ça passe pas, est-ce que c'est avant. Là, ils peuvent voir directement si sur le firewall, la règle a bien matché, et donc éventuellement constater que c'est peut-être plus sur leur machine qu'ils ont bloqué le flux, ce qui arrive très souvent. Ça nous évite beaucoup d'appels qu'on avait au départ. C'est vachement bien. Donc là, si on regarde la liste des règles, on a le groupe source qui est interpolé avec les données qui viennent de l'OpenStack. Le groupe destination, pareil, on retrouve l'adresse qui est dans OpenStack. On a pas mal d'informations qui sont visibles, qui permettent pareil au projet de voir si effectivement les adresses elles sont bien trouvées sur OpenStack ou si elles ne le sont pas. Par exemple, on le voit sur la deuxième règle ici, qu'il manque source ou destination, et on voit qu'effectivement, dans le groupe lab2 client v2, il n'y a pas de machine, donc la règle ne peut pas être appliquée. Ça tombe bien, on déploiera tout à l'heure une deuxième machine qui sera dans ce groupe-là. Voilà pour ça, je vous montre juste rapidement. Cette interface-là, elle permet justement aux utilisateurs d'aller voir les providers qui sont disponibles. Là, on voit qu'il y en a 2 pour le Lab 1 et pour le Lab 2. Et on peut ainsi récupérer tous les groupes qui sont récupérés d'OpenStack pour chercher dedans, voir si effectivement nos machines qui ont été déployées, elles sont bien remontées dans Fougasse, et effectivement débugger aussi cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va justement déployer la règle qui permet d'ouvrir le ping. Pas le ping parce qu'il passe déjà, pardon, le port 80, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, normalement, nos clients ils vont principalement faire le déploiement en API. Cette API, on lui a aussi offert une interface graphique. L'interface graphique elle nous est très utile aussi parce que on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont plutôt des opérateurs réseau classiques et qui n'ont pas envie de faire des appels via l'API. Donc, nous, ça nous permet aussi de leur faciliter la vie à ces gens-là. C'est des gens qui ne font pas de l'automatisation et donc qui n'ont pas besoin de faire cette partie-là sous forme d'API. Donc là, c'est cette partie-là qu'on va voir. Je vais aller regarder cette règle-là. Donc là, il faut imaginer, je ne vous montre pas toute la partie où j'ai poussé la règle dans Bitbucket et compagnie, parce que je pense que vous avez tous déjà utilisé Git. Mais en tout cas, on a un package qui arrive dans Fougasse. Ce package, il contient une nouvelle règle qui ouvre le port 80. On peut voir ici que c'est la règle qui est ajoutée. Et à partir de là, on va pouvoir déployer. Voilà, le déploiement a bien été effectué. On peut voir maintenant qu'on a notre nouvelle règle ici qui n'a pour l'instant jamais matché. On va aller tester tout de suite si ça fonctionne. Ça fonctionne. La règle a bien matché, c'est formidable, tout va bien. Normalement, ouais, voilà. L'étape où ça déconne, c'est là, normalement. Non, en vrai, ça marche toujours, c'est trop bien. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est quand même déployer aussi d'autres machines. On a parlé du fait de réagir justement aux changements qu'il y a sur le cloud. C'est ça qui est important aussi. Et là, je vais... on va faire un apply direct.
c'est encore mieux parce que j'ai qu'une main. On va créer des machines justement dans le groupe de sécurité qu'on avait déjà auparavant et dans le groupe de sécurité qui était vide. Yes, c'est parti. On va créer plein de machines. Ce qui est important là, c'est bon, OpenStack, c'est pas super rapide. On crée de la VM, donc la création des machines, on va pas forcément aller jusqu'au bout. Ça peut prendre 2-3 minutes facilement. Mais en fait, ce qui est important et ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, les API d'OpenStack, elles vont remonter l'adresse et la rendre disponible pour Fougass bien avant que les machines elles soient créées. Donc, on va être en mesure d'ouvrir le flux, de créer le flux sur les firewalls bien avant finalement que la machine elle soit démarrée. Et donc on est sûr qu'au moment où la machine elle est démarrée, au moment où le projet peut commencer à l'utiliser, bah, effectivement les flux qui doivent être ouverts, ils sont déjà ouverts. Donc là, comme je vous disais, Terraform va mettre un peu de temps à créer la machine. Mais par contre, on va aller voir ici, c'est pas encore remonté. Ah ici, si, voilà. Ici sur... non, pardon. Oui, ici, c'est ça. Donc dans Clients V2, où le groupe où il n'y avait pas de machine tout à l'heure, bah là on peut voir que toutes les machines que je viens de créer, elles sont déjà présentes, alors qu'elles sont encore en création ici. Donc on est sûr que l'adresse, la règle, elle va bien être disponible au moment où les machines elles sont finies d'être créées. Juste pour vous montrer rapidement, pour ceux qui connaissent les FortiGate, on pourrait vous montrer sur les autres types de firewall aussi, mais c'est quand même ceux qui ont la plus belle interface, donc on montre celle-là. J'espère qu'il n'y a personne des autres vendeurs ici. Sur les Forti, bah, évidemment, on a créé les règles qu'on voit dans Fougass. La création des règles, bah, elle est très simple, elle est faite via l'API de Fougass. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce type de firewall, c'est des firewalls qui sont orientés objets, on va dire. Donc on a des objets adresses, on a des objets services. Donc Fougass, il va aller créer ces objets-là. Si on va dans adresse ici, on voit qu'il y a plein d'adresses qui sont créées. Tous les objets qui sont préfixés avec FO, c'est des objets qui ont été créés par Fougass. Et donc on voit les adresses des machines qu'on voyait juste avant dans Fougass. Pareil, dans les services, on va créer les services qui correspondent aux ports qu'on veut ouvrir. Oui, c'est ici, voilà, les FO ici qui sont créés là. Et puis, du coup, évidemment, les règles ici qui vont faire référence à ces objets que Fougass a créés lui-même et sur lesquels on retrouve les mêmes informations, c'est juste qu'elles sont à l'intérieur de l'interface du firewall plutôt que disponibles pour tout le monde dans Fougass. Voilà pour la démo. Tu me parles un peu du résultat ? Oui. Au-delà de la prouesse de faire une démo à une main et d'avoir Merci. Une vraie réussite technique, en fait, pour l'entreprise, c'est un vrai succès aussi. Ça a participé, c'était un élément, on va dire, clé de la réussite de notre projet, de cette nouvelle zone qu'on a construite, de cette nouvelle plateforme OpenStack qu'on a montée. En moins d'un an, donc, les projets ont écrit 4500 règles. Donc c'est 150 projets, il faut multiplier par le nombre de personnes. Donc toutes ces personnes impliquées et ont adopté Fougass. Il y a un vrai retour sur investissement parce que les règles qui sont écrites, elles sont validées par la sécurité. Donc Enedis a la maîtrise de son parc et la maîtrise de ses flux. Et aussi le fait qu'elles soient as code, ça fait partie désormais du patrimoine de l'entreprise. C'est un capital qu'on peut exploiter. Donc on peut chercher, on peut revenir en arrière, on peut auditer. Donc ça c'est très précieux pour Enedis. Ça, c'est un autre élément OpenStack qui permet de représenter un peu le volume de données qui a été manipulé. Et ça se traduit par un nombre de règles très conséquent, 55 000, et je laisse Lucas expliquer pourquoi 55 000 règles. Ouais, parce que je vous ai dit tout à l'heure au début de la présentation 55 000 règles sur les firewalls. Là, on vous parle de 4 500 règles écrites. Ça fait une grosse différence entre les deux. Vous allez me dire, il a manipulé ces chiffres ou non. Et évidemment, en fait, justement, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est cette différence entre les deux. Les règles effectives sur les firewalls, il y en a 55 000, elles sont calculées à partir des 4 500 règles qui ont été écrites par les utilisateurs. C'est ça qui est génial, c'est qu'au lieu de demander à des opérateurs d'aller sur les firewalls pour écrire ces 55 000 règles une par une, là, on a juste fait écrire 4 500 fois, juste, des règles à des utilisateurs, mais ces règles, après, ils peuvent les déployer sur chacun de leurs environnements. Comme vous l'avez vu, dans les groupes de sécurité, il n'y a rien qui spécifie les environnements qui sont concernés et tout. Donc ces mêmes règles-là, une fois qu'elles sont validées par la sécurité, si elles sont validées comme des règles de production, elles vont
en développement, elles vont sur toutes les plateformes de développement des projets et elles vont aussi en production. Le deuxième levier qui fait que ça permet aussi de multiplier les efforts, enfin l'effort fourni, c'est que évidemment pour une règle appliquée par Fougasse, en réalité sur les firewalls, ça peut donner plusieurs règles. Ça peut donner plusieurs règles pour différentes raisons. Par exemple, si la règle elle concerne plusieurs interfaces physiques sur le firewall, bah, ça va donner plusieurs règles aussi sur le firewall. Et puis bah, parce qu'on a plusieurs data centers. Donc quand on déploie une règle maintenant pour les projets, c'est agnostique du data center, c'est-à-dire que quand ils ouvrent entre un service A et un service B, ils n'ont pas à préciser sur quel data center sont ces services. Ça ouvre les règles en croisée sur tous les data centers. Sauf si on précise autrement. Donc au total, oui, c'est 300 firewalls physiques. Donc c'est aussi pas mal de réussir à contrôler ces 300 firewalls. Et tout ça, bah, on le fait avec très peu de ressources finalement, parce que Fougasse, ça a été plutôt bien codé. Ouais, je suis très fier de ce que j'ai fait. et du coup, bah, ça tourne juste sur 2 toutes petites machines qui ont juste 8 Go de RAM et 4 vCPU. Ça utilise ces vCPU, mais rien d'énorme. Et ça permet de vérifier ces 55 000 règles toutes les 10 secondes, en vérifiant qu'elles sont toujours conformes à ce qu'on a voulu déployer. La vraie conclusion de tout ça, c'est quoi? Parce qu'on a fait un outil qu'on trouve génial, nous, on ne le vend pas, on ne l'a pas rendu disponible non plus, mais par contre, on pense qu'il y a vraiment un enseignement à tirer de tout ça, qui est que des fois, dans les projets, on a besoin de prendre plus de recul que ce qu'on fait habituellement. Typiquement, sur ce genre de choix, de décision technique, on aurait pu décider de partir sur de l'Ansible, et ça paraissait être la solution évidente. C'est la solution sur étagère, c'est la solution que la majorité des gens auraient pris parce que c'est ce qu'on a appris. On a appris à ne pas réinventer la roue, on a appris qu'il faut toujours essayer d'utiliser ce qui est déjà disponible. Et bah, moi je pense que parfois, il faut réussir à identifier les moments où ça, ce n'est plus bon. Il faut réussir à identifier les moments où, si on se lance dans Ansible par exemple ici, bah ouais, au départ, on va avoir une très grande productivité parce que c'est un outil qui permet de faire en quelques lignes énormément de choses. C'est sûr qu'en écrivant un truc en Go de mon côté, là, les premières lignes, elles ne faisaient rien, forcément. Mais très rapidement, en Ansible, on vous a parlé des obstacles en début de conférence. Bah, très rapidement, on se serait confronté à tellement d'obstacles, à tellement de choses différentes à réussir à prendre en compte dans du code qui n'est pas fait pour prendre en compte tant de choses compliquées, que la productivité, elle aurait très très fortement baissé parce qu'on se serait retrouvé avec une usine à gaz à maintenir qu'on aurait très rapidement pu réussir du tout à maintenir. L'avantage du truc maison, c'est que bah ouais, au départ, c'était compliqué, c'était un petit peu plus long à mettre en place, mais par contre, sur la longueur, bah, là, on arrive toujours à le maintenir. Et puis, il y a beaucoup de vent dans la région, c'est fou. Et puis j'ai oublié du coup ce que j'allais dire. Non, et puis ça nous prend pas tant de temps que ça finalement. Le POC de cet outil qui fonctionnait déjà, il n'y avait pas l'interface graphique et tout, mais qui fonctionnait déjà. Le POC, on l'a sorti en 3 semaines. Donc c'est pas beaucoup. J'étais tout seul à l'époque. Depuis, on est 1,5 sur le projet parce que moi je bosse plus à plein temps dessus. Il y a une deuxième personne qui ne bosse pas non plus à plein temps dessus. Et on a réussi à faire tout ce qu'on vous a montré là. Ça fait 2 ans et demi que le projet il est lancé. Donc finalement, en termes de temps homme, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps et on aurait fait la même chose en Ansible, ça nous aurait probablement pris beaucoup plus de temps pour, au final, beaucoup moins de fonctionnalités. Donc, ma conclusion, c'est parfois il faut faire des choix déraisonnables et je vous invite tous à faire parfois des choix déraisonnables, à prendre du recul, à identifier quand est-ce que parfois il y a un choix comme ça qui se présente et quand est-ce que, au loin, très très loin, il y a peut-être un obstacle qu'on veut commencer à éviter maintenant. Voilà, merci à tous pour votre attention. Pour terminer... Donc pour terminer, je voudrais remercier mon entreprise, Clanic, qui m'a proposé cette super mission dans laquelle je suis depuis 4 ans, donc je suis super content. Ils ont plein d'autres missions comme ça à proposer, donc si vous voulez parler avec eux, il y a plein de personnes de Clanic qui sont là dans la salle et qui ont des super jobs à proposer. Je voudrais remercier les organisateurs de la WAX, parce que c'est super cool de venir parler ici.
Et je pense qu'Henri a un petit mot pour Enedis. Oui, très rapide aussi. La DSI est présente à Lyon, à Paris. Elle est très dynamique, on engage de gros projets, on a de gros moyens et on recrute aussi sur le plan cyber, en dev, en ops. Donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi. Merci pour votre attention. Bah, j'espère, ouais, je sais pas, au niveau temps on est bien, non, c'est bon? Oui. Vous avez 3 minutes de questions. On a compris que vous créez des nouvelles règles comme ça. Ouais. Il y avait déjà des règles existantes sur ces firewalls. Comment vous réintégrez l'existant qui a 10 ans, peut-être pas 10 ans avec OpenStack, mais qui a des années d'histoire pour comparer où ça n'a pas changé? Alors c'est une excellente question. Il y a 2 parties de réponse à ça. Ah oui. Donc comment est-ce qu'on réintègre l'existant, les règles qui étaient déjà présentes en legacy sur les firewalls, pour les mettre en place avec cette nouvelle solution? La première partie de la réponse, c'est qu'en fait, ce projet, la création de ce cloud OpenStack, elle était toute neuve au moment où on a commencé ça. Donc déjà, les choses ont été facilitées par ça, puisque finalement, toutes les règles, elles étaient à écrire. Donc c'était facile d'intégrer les projets, de leur faire écrire les règles de cette manière-là. Maintenant, il y a quand même une deuxième partie de réponse à ça, c'est que nous, sur la partie d'administration de l'infrastructure OpenStack, on a commencé en n'utilisant pas cet outil, en écrivant les règles de manière classique, parce qu'au départ, on voulait juste proposer ce projet justement à nos utilisateurs et pas l'utiliser pour nous. Au bout d'1 an et demi, on s'est dit, finalement, c'est vachement bien, on aimerait bien l'utiliser aussi pour nous. Et donc là, on s'est retrouvé avec quelques milliers de règles qui étaient déjà écrites sur les firewalls qu'il a fallu réintégrer. Et là, comment on le fait? Avec beaucoup de douleur, en fait. On écrit les règles une deuxième fois pour Fougass, on les met en place, et après, on va, là pour le coup, il y a des opérateurs réseau qui vont physiquement sur les firewalls, voir si les anciennes règles, elles matchent encore. Quand elles ne matchent plus, on peut les supprimer. Voilà. Alors, c'est pas si évident que ça. C'est en discussion, donc peut-être, oui. Je vais pas reformuler. Il y a d'autres techniques qui existent de ce genre. Je pense notamment à Duffy ou AlgoSec, qui permettent de faire de la manipulation de firewall, de la gestion de policy, etc., au travers des party managers, des panoramas, etc. Pourquoi pas être parti sur ces techniques? Alors, donc la question c'est pourquoi ne pas être parti sur les technos qui existent déjà? Donc effectivement, AlgoSec par exemple, il y a plusieurs solutions qu'on a étudiées. En fait, c'est la partie sur la réactivité dont on a parlé tout à l'heure. Ces solutions-là, elles ne sont pas capables d'aller réagir à des changements qui auraient lieu en continu sur OpenStack. Ces solutions-là, elles sont faites pour effectivement adresser tout un tas de constructeurs différents de firewall, mais par contre, elles n'ont pas cette notion de j'ai une source de données qui est changeante. Et ce n'est pas juste au moment où je veux déployer ma règle qu'il faut aller regarder ce qu'il y a dans cette source de données. C'est tout le temps. C'est tout le temps que ça change. Ma règle, ce qu'elle concerne, les objets qu'elle concerne, ils changent tout le temps. Ces solutions-là, elles ne proposent pas ça. Ouais, donc sur la résilience de l'application, c'est un peu comme toute application. J'espère que je vais répondre à la question. Comme je l'ai dit, on est sur des instances en haute disponibilité. Donc il y a 2 instances en haute disponibilité sur chacun des sites de data center. Donc voilà, c'est ça qui nous permet de gérer la résilience. C'est on peut perdre une instance sur chacun des data centers et ça continue à fonctionner. La deuxième partie de la réponse, c'est aussi que oui, c'est super important, mais en même temps, si l'application ne fonctionne pas, les flux qui existent déjà, ils sont toujours là en fait, ils sont toujours sur les firewalls. Nous, on vient juste mettre à jour quand il y a des changements. Donc c'est vrai que si vous changez une VM à ce moment-là, ça ne va pas être mis à jour, mais par contre, ce qui fonctionnait déjà continue à fonctionner. On a eu un petit signe pour s'arrêter. Donc on s'arrête, je suis désolé, si vous avez des questions, on sera là après. Merci beaucoup à tous.